Oui, alors je voudrais dire d'abord que c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être ici, de pouvoir participer à cette journée. Et je remercie Catherine Kerber-Torrichioni pour m'avoir invitée et pour ses enseignements précieux, son soutien. Je remercie également Véronique Traverso, ma directrice de thèse, pour sa présence rassurante, et ICAR, où j'ai eu le privilège de passer ma première année de doctorat dans les meilleures conditions et dans un environnement très enrichissant et stimulant. L'analyse que je présente aujourd'hui est issue d'une recherche sur la perspective et sur la variation interculturelle qui a été réalisée au sein d'une équipe constituée par Catherine dans le cadre du laboratoire ICAR, une équipe pluriculturelle. Or, on sait que la variation interculturelle peut être abordée à partir de différentes perspectives théoriques et méthodologiques, mais du point de vue de la linguistique, disons du point de vue linguistique, on distingue essentiellement deux approches, l'approche contrastive ou comparative, c'est-à-dire l'approche que j'ai utilisée dans mon analyse, qui compare la réalisation d'un même acte, d'un même phénomène discursif ou d'un même type d'interaction dans deux sociétés différentes ou dans deux langues et cultures différentes, et puis l'approche interculturelle proprement dite, qui analyse les échanges entre des locuteurs qui appartiennent à des sociétés différentes. En réalité, ces deux approches ne sont pas opposées puisqu'elles devraient permettre de réaliser une étude exhaustive fondée sur la constitution de ce que l'on appelle le triple corpus, c'est-à-dire deux corpus intraculturels dans chaque société et le corpus interculturel entre des locuteurs qui mettent en contact des locuteurs qui appartiennent à des sociétés différentes, ce qui est parfois difficile à réaliser, et donc mon analyse se limite à suivre la première approche qui est la comparative contrastive. Je dirais que l'objectif des études sur l'interculturel est d'essayer de dégager des normes communicationnelles qui soient culturellement marquées, qui nous permettent de formuler des hypothèses sur le profil communicatif des locuteurs de chaque communauté linguistique. L'entreprise n'est pas sans risque, donc j'emploie aussi ce terme. D'une part, parce que les communautés linguistiques ne sont pas des entités homogènes, et donc il y a des variations à l'intérieur de chaque communauté aussi en fonction des caractéristiques des locuteurs. Et puis parce que le cadre matériel est nécessairement limité, on ne peut pas étudier ou envisager la totalité des interactions d'une société donnée. Et pourtant, on sait que les phénomènes discursifs varient beaucoup, souvent en fonction du type d'interaction, comme c'est le cas pour les formes d'adresse. Et puis encore, il y a un problème qui concerne l'interprétation des données, puisque l'interprétation des données peut être influencée par les a priori, les catégories de l'analyste, et donc l'amener à orienter son interprétation plutôt vers l'ethnocentrisme ou vers un relativisme radical. Donc pour essayer de limiter les risques, pour réduire ces risques, on a essayé de travailler en équipe, dans une équipe pluriculturelle. Et on a participé à plusieurs journées d'études et réunions qui nous ont permis de comparer nos résultats respectifs, de discuter, d'élucider certains points théoriques, de nous accorder aussi sur le métalangage à utiliser et sur les catégories descriptives. L'objectif du travail était d'analyser les formes d'adresse dans plusieurs langues cultures et dans différents types d'interactions. Par forme nominale d'adresse ou FNA, donc expression proposée par Catherine Kerber, on entend les unités linguistiques, en particulier les syntagmes nominaux utilisés pour désigner, par le locuteur pour désigner l'allocuteur, forme qui possède une valeur désignative mais aussi une valeur socio-relationnelle dont on parlera encore plus loin. Et l'objectif était d'étudier ces unités dans une perspective pragmatique, interactionnelle, donc à partir de données orales authentiques, selon une méthode empirique, et d'autant plus que les études antérieures s'étaient plutôt focalisées sur les pronoms. Mon analyse donc relève du premier type d'approche. Elle se fonde sur l'analyse de corpus similaires enregistrés et constitués dans les langues françaises et italiennes, des corpus médiatiques, mais comme tout travail sur l'interculturel, ce travail m'a posé un certain nombre de questions, de problématiques d'ordre méthodologique que je vais brièvement énumérer. Le premier problème concerne la comparabilité des corpus, c'est-à-dire que la méthodologie de l'approche comparative interculturelle impose de sélectionner un élément invariant qui puisse fournir un cadre à la comparaison. Et je considère, comme la plupart des auteurs, que le genre discursif, le genre d'interaction, peut constituer le tertium comparationis, donc à partir duquel construire l'analyse comparative.
Certes, comparabilité ne veut pas dire équivalence totale. Comme le rappelle Munchov, comparable ne veut pas dire identique mais approchant. Et je me suis rendu compte de cela surtout en constituant mon corpus. En effet, mon corpus se fonde sur la comparaison de l'emploi des formes d'adresse dans des corpus médiatiques et des émissions interactives de type phone-in, c'est-à-dire des émissions qui impliquent des auditeurs qui, disons, ont la possibilité d'intervenir en direct dans l'émission pour poser des questions. Et mon corpus se fonde plus précisément sur un certain nombre d'émissions de Radio Comme C'est Vous pour le français et un certain nombre d'émissions de Radio Anch'io pour l'italien. Les deux émissions présentent un bon degré de comparabilité puisqu'il s'agit dans les deux cas de deux phonines d'information conçues en tant qu'approfondissement du journal radiophonique, donc qui sont gérées par un journaliste animateur et journaliste animateur qui accueille dans son studio un invité politique ou un expert scientifique. Cela dit, les deux émissions ne sont pas équivalentes, totalement équivalentes. Il y a par exemple une différence qui concerne la durée. La première émission française dure à peu près 18 minutes et l'émission italienne 50 minutes. Mais comme on l'a dit, donc l'équivalence totale est à peu près impossible à atteindre. Le deuxième problème concerne la définition et la délimitation de l'objet d'étude. Alors, les formes nominales d'adresse ont été définies comme des syntagmes nominaux utilisés en fonction vocative qui ne présentent pas nécessairement un détachement prosodique. Les études de Hugues Constantin de Chanay ont démontré qu'il n'y a pas vraiment de schéma prosodique spécifique, mais qui se caractérise par un détachement syntaxique. Or, on devrait pouvoir les identifier assez facilement. Mais les usages, disons, et l'analyse des usages en interaction nous a montré qu'il y a certaines formes nominales qui sont syntaxiquement intégrées à l'énoncé qu'on peut considérer comme des formes nominales. Dans l'énoncé, je voudrais demander à M. Fillon ce qu'il pense de cette situation. Il est évident que l'énoncé s'adresse à M. Fillon et qu'il va répondre. Donc on a essayé de contourner ce problème en essayant de diviser entre les FNA directs, donc qui répondent aux critères prototypiques du détachement syntaxique, et les FNA indirects qui s'adressent à l'allocuteur donc par l'intermédiaire d'une autre personne essentiellement. Il y a eu d'autres problèmes concernant la classification de l'objet d'étude. C'est-à-dire que, comme on a étudié les titres, les noms de métiers, il a été parfois difficile de dissocier la valeur de titre de l'exercice de la profession dans le cas de formes nominales comme professeur ou docteur pour le médecin. Et la langue italienne ne fait que multiplier ces difficultés puisqu'elle met à la disposition des locuteurs un grand nombre de titres qui renvoient à des métiers prestigieux mais qui en même temps se chargent d'une valeur honorifique. Et puis, dernièrement, la FNA présente des problèmes d'interprétation concernant ses fonctions, ses valeurs. Cela surtout en vertu ou à cause de sa polyvalence, c'est-à-dire la capacité de se charger de valeurs différentes, parfois contradictoires, selon le contexte situationnel, le contexte linguistique, l'environnement linguistique, et aussi l'accompagnement prosodique qui est très important et gestuel. Le troisième problème donc, concerne l'interprétation des données. Puisque l'on travaille sur des situations concrètes, le pouvoir de la représentativité, disons, du corpus est limité, et ce qui amène le chercheur à avoir beaucoup de prudence dans l'interprétation des résultats, mais je parlerai de cela plutôt à la fin de l'exposé, lorsque je commenterai les résultats de l'analyse. Et puis il y a des difficultés normalement liées à la traduction, bien évidemment lorsqu'on travaille sur l'interculturel, et ces problèmes varient, et la gravité, disons, l'importance de ces problèmes varie aussi en fonction des langues utilisées. Alors, donc dans mon étude, pour réaliser cette étude, j'ai suivi un protocole commun auquel se sont conformés tous les membres de l'équipe qui nous a amené à analyser puis à comparer la fréquence, les formes, donc la nature et les fonctions des formes nominales d'adresse dans nos différents corpus. Et j'ai considéré aussi les pronoms puisqu'ils fonctionnent en co-occurrence avec les noms et qu'ils montrent des différences assez significatives dans le passage d'une langue à l'autre. Alors, par exemple, en ce qui concerne les pronoms allocutifs, il existe en français comme en italien l'opposition entre une forme familière qui signale la proximité et une forme de politesse, dont le choix dépend de la relation donc interpersonnelle qui existe entre les locuteurs et qui est évaluée sur la base des dimensions repérées par Catherine, donc dimensions horizontales et verticales. Mais si en français cette opposition existe pour le singulier lorsqu'on s'adresse à un allocuteur unique, on peut choisir entre les deux formes, en italien la situation est un peu plus
compliqué. Alors, comme vous pouvez le voir à partir du tableau, lorsqu'on s'adresse à un allocuteur unique, on possède donc une forme qui signale la proximité, tout, mais deux formes qui signalent la différence, lei et la, des formes qui correspondent à la troisième personne du singulier, dont l'une est la forme courante, lei, alors que ella est une variante littéraire très très rare, utilisée uniquement à l'écrit. Alors, au pluriel, c'est-à-dire lorsqu'on s'adresse à un allocuteur pluriel, plusieurs allocuteurs en même temps, on a là encore une forme de déférence en italien, loro, sauf que les grammairiens observent qu'elle est en voie de disparition. On peut dire qu'elle n'est jamais utilisée, sauf dans des contextes très spécifiques, par exemple des restaurants très raffinés, ou parfois dans certaines situations au tribunal. Mais on peut dire, et les grammairiens italiens disent en réalité que cette opposition entre forme familière et de politesse disparaît, disons, lorsqu'on s'adresse à plusieurs allocuteurs en même temps. Pour ce qui est des emplois dans mes corpus, je peux dire que les locuteurs utilisent la forme de politesse en général lorsqu'ils s'adressent à un locuteur singulier unique et qu'ils utilisent la forme donc, de deuxième personne du pluriel pour s'adresser à plusieurs allocuteurs en même temps. Et j'ai repéré des cas de tutoiement dans mon corpus français surtout et dans mon corpus italien, dans des cas différents. En français, lorsque les auditeurs s'adressent à des représentants de la politique de la gauche. En italien, lorsque l'animateur s'adresse à des journalistes qu'il connaît bien. Donc le tutoiement en contexte médiatique peut se charger, disons, peut signaler et marquer une proximité idéologique, mais aussi parfois affective, de familiarité si les personnes se connaissent. Il peut se charger de fonctions stratégiques. Et je voudrais citer à titre d'exemple donc de tutoiement qui m'a frappé particulièrement, qui fait référence au récent épisode qui s'est produit au Parlement européen lorsque Daniel Cohn-Bendit a tutoyé François Hollande en l'appelant par son prénom. Et je voudrais vous faire écouter l'extrait que vous connaissez probablement. Ja, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Grünen Herr Abgeordneter Cohn-Bendit. Monsieur le Président, François, je t'ai compris. Le changement, c'est maintenant. Alors, allons-y tout droit. Chiche et banco. Donc, dans ce cas, le tutoiement, bien sûr, accumule plusieurs fonctions à la fois, donc sélection du destinataire et puis renforcement de la valeur injonctive de l'énoncé, valeur de provocation, fonction aussi de provocation, puisque les médias en ont parlé pendant plusieurs jours. C'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai pu avoir cet exemple. Et voilà. Pour ce qui est des formes nominales d'adresse, donc des syntagmes nominaux, en comparant le corpus français au corpus italien, j'ai pu remarquer qu'au niveau de la fréquence, il n'y a pas une très grande différence. J'ai repéré une FNA par minute à peu près dans les deux corpus. Et puis on peut avoir une autre similitude, c'est l'animateur dans les deux cas qui produit la plupart des FNA, ce qui s'explique facilement si l'on considère la fonction de l'animateur de gestion de l'interaction. Et puis une différence qui saute aux yeux, c'est le nombre de FNA produites par les auditeurs, qui sont beaucoup plus nombreuses dans le corpus français que dans le corpus italien. Au niveau des formes, on peut dire que disons, les ressources mises à la disposition des locuteurs sont plus ou moins les mêmes. Ce qui varie, c'est la fréquence de chaque catégorie respective et puis les formes privilégiées. Alors, dans le tableau que j'ai synthétisé ici, on peut voir que dans les deux corpus apparaissent des noms personnels. Alors, le prénom pour s'adresser à des auditeurs, par exemple, et le patronyme seul est une catégorie qui apparaît exclusivement dans le corpus italien et son absence totale dans le corpus français nous amènera ensuite à donc, quelques hypothèses interprétatives. Et la catégorie prénom plus patronyme constitue la combinaison et le procédé allocutif privilégié dans le corpus français, en particulier par l'animateur. Il est beaucoup moins fréquent dans le corpus italien. Puis on a les titres génériques, donc les formes monsieur, madame, disons, et signor, signora, donc les équivalentes, les formes équivalentes en italien, et les combinaisons, monsieur, madame plus patronyme, et de même en italien. Ces formes sont beaucoup plus fréquentes dans le corpus français, elles sont plutôt rares dans le corpus italien. Dans le corpus italien, on n'enregistre aucune combinaison monsieur, madame plus patronyme, mais on a une combinaison assez inédite, signora plus prénom, donc une forme qui allie déférence et familiarité. Et on pourra l'expliquer par la suite. Donc,
Ensuite, on a la catégorie qui est la plus représentative du corpus italien, les titres, les noms de fonctions et de métiers. Alors, pour essayer de dépasser, disons, de résoudre les problèmes de classification dont j'avais parlé au début, on a décidé de regrouper au sein de la même macro-catégorie les titres, les noms de métiers et de fonctions. Alors, cette catégorie est surexploitée en italien, alors qu'en français, elle est faiblement représentée. On trouve des occurrences de monsieur, madame, plus titre ou nom de fonction, par exemple, monsieur le ministre. En italien, on trouve plusieurs fois le titre onorevole, honorable, pour s'adresser aux parlementaires, ou encore professore, professoressa, ministre, donc, et puis on a des occurrences de direttore, directeur, pour s'adresser à l'animateur, et encore dottore, plus patronyme, qui ne renvoie pas ici, dans ce contexte, à un médecin, mais qui renvoie à une personne qui est titulaire d'une licence maîtrise, donc une personne ayant fait des études universitaires, et qui est le titre, disons, hyper utilisé en italien. Et voilà. En ce qui concerne les formes, après avoir analysé donc les formes, j'ai essayé d'analyser les fonctions, et on a d'ailleurs comparé nos résultats avec les autres membres de l'équipe. On s'est plus ou moins accordé pour attribuer au FNA ces trois fonctions principales. La première est une fonction donc organisationnelle qui est liée à l'interpellation, à l'attribution du tour de parole, à la sélection de l'allocuteur, donc une fonction qui comporte une reconfiguration du cadre participatif. Cette première fonction, qui peut être illustrée dans les exemples 2, 3 et 4 en particulier, nous montre que les FNA qui ont cette valeur sont normalement localisés en position initiale ou finale d'intervention, ou alors un emploi autonome, comme dans l'exemple 2, où la FNA, prénom plus patronyme, Jean-François Mattei, est utilisée en emploi autonome pour attribuer le tour. Alors, en contexte médiatique, il est évident que à cette fonction s'ajoute aussi la fonction désignative, puisque la FNA précise l'identité du locuteur pour le public qui n'a pas accès aux données visuelles. Et puis, on peut dire que la fonction d'attribution du tour ou de sélection de l'allocuteur s'associe souvent à d'autres fonctions plus spécifiques, comme ce que l'on a appelé, grâce à Catherine, la fonction démarcative, le rôle démarcatif. C'est-à-dire que parfois la FNA peut signaler le passage d'une séquence ou d'une activité à l'autre. Alors c'est l'exemple 3. Dans l'exemple 3, l'animateur qui a toujours employé le titre professoressa pour s'adresser à l'invité Margherita Hack, qui est professeur d'astronomie, change son habitude, disons, allocutoire, et il remplace le titre par le prénom Margherita, donc pour signaler le passage de thèmes plus scientifiques liés à la profession de l'invité à des thèmes plus personnels. Donc cet emploi, ce choix allocutif, disons, marque en même temps un rapprochement relationnel qui amène l'invité à dévoiler quelques aspects de sa vie intime. Et la deuxième fonction est une fonction de renforcement de la valeur illocutoire de l'énoncé. C'est-à-dire que lorsque l'allocuteur est clairement établi, qu'il n'y a pas besoin de préciser son identité, de l'interpeller pour attirer son attention, les FNA, qui alors sont positionnés plutôt en position médiane ou finale d'intervention, peuvent fonctionner comme des procédés de renforcement donc de la valeur illocutoire de l'énoncé. Renforcer la valeur interlocutive, donc entre le locuteur et l'allocuteur, même si cette fonction est ambivalente. C'est-à-dire que dans ces cas, la FNA peut fonctionner comme une marque d'agression, une marque de politesse. Ça dépend du contexte très souvent. On a remarqué des tendances, c'est-à-dire que lorsque la FNA accompagne des actes plus menaçants, c'est-à-dire des questions parfois ou des requêtes ou surtout des critiques, des réfutations, des contre-réfutations, elle se charge d'une valeur qui renforce l'impact injonctif ou la valeur menaçante. Si elle accompagne des actes rituels comme le remerciement ou la salutation, elle renforce la valeur positive, même si tout cela peut être retravaillé en contexte, donc rien n'est déterminé à l'avance. On trouve un exemple en 5. Alors, dans l'exemple 5, l'invitée de Radiocom est Arlette Laguillet. Et elle est en train de parler de la dictature du prolétariat, de donner une définition suite à la demande d'un auditeur, lorsqu'elle est interrompue par l'intervention polémique de l'animateur à la ligne 141. Et donc, dans sa réponse, elle utilise une FNA, elle repropose, disons, elle réasserte les propos mis en question et elle produit une FNA à valeur de défi par laquelle elle dénonce implicitement l'attitude polémique de l'animateur.
La FNA peut avoir une fonction aussi d'expression et de la construction de la relation interpersonnelle. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout au début, la FNA a une valeur socio-relationnelle, mais cette valeur peut devenir très importante dans certains cas, prépondérante, comme c'est le cas, par exemple, lorsque les auditeurs, surtout et exclusivement dans le corpus français, décident de négocier la relation interpersonnelle et de, par exemple, prendre l'initiative et tutoyer les invités. Alors, on trouve plusieurs exemples dans les corpus de tutoiement. Et par exemple des auditeurs qui s'adressent à des invités politiques de la gauche. Dans l'extrait 8, où l'on a Arlette Laguiller, là encore, qui est donc tutoyée par l'un des auditeurs. Et puis encore dans un exemple plus récent, qui est en 9, où on trouve un autre exemple de tutoiement d'emploi du prénom par un auditeur de l'émission interactive française qui s'adresse à Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans ce cas, la forme d'adresse, le tutoiement et Jean-Luc, donc bonjour Jean-Luc, constitue un marqueur de proximité idéologique entre camarades de parti, mais signale aussi une relation, disons, de proximité et de proximité affective, plutôt de familiarité, puisque l'auditeur dit « on se connaît ». Les indices de proximité s'accompagnent ici d'une critique envers l'invité qui est accusé de s'en prendre à des camarades du PS plutôt que, disons, au lieu de lutter contre la droite. Et dans sa réplique, Jean-Luc Mélenchon, qui ne cache pas d'ailleurs un certain agacement, se conforme à ce tutoiement écuménique, à ce tutoiement, mais il critique les attaques de l'auditeur. Il utilise en particulier l'énoncé émotionnel, auto-attribué, « je suis en colère », qui revendique un état donc de révolte qui n'est pas sans rappeler la célèbre scène colère de Ségolène Royal. Donc dans ce cas, l'augmentation de l'intensité articulatoire lorsqu'on peut écouter l'extrait, on peut constater la formulation de questions rhétoriques et la formulation de reproches semblent neutraliser le rapprochement solidaire qui devrait être signalé par le tutoiement et l'emploi du terme relationnel camarade. Alors, pour essayer de conclure et de formuler des hypothèses interprétatives sur cette analyse comparative, je dirais l'analyse comparative des corpus médiatiques, donc surtout français et italien, on peut dire qu'au niveau des ressources mises à la disposition des locuteurs, les langues ne diffèrent pas vraiment, elles diffèrent plutôt dans la distribution de ces ressources. En effet, parmi les procédés allocutifs privilégiés des locuteurs français figure prénom plus patronyme donc, et monsieur, madame plus patronyme, alors que les locuteurs italiens en général privilégient des formes plus connotées qui signalent la déférence, donc les titres, ou alors une relation de camaraderie à connotation virile, probablement, c'est-à-dire le patronyme seul. En italien, la prépondérance des titres donc, valorise la dimension verticale, puisque les locuteurs ont tendance à être catégorisés de manière rigide, non seulement en fonction de leur profession, mais aussi en fonction de leur niveau d'études. Et cet emploi systématique des titres finit par créer une sorte d'étiquetage public dont l'emploi maladroit peut parfois donner lieu à des revendications identitaires. C'est ce que j'ai constaté lors d'un débat politique donc, italien, c'est dans l'extrait 10. De l'exemplier, c'est-à-dire une députée qui est au Parlement italien, invitée politique, apparaît manifestement blessée par le choix délocutif de la citoyenne qui a appelée madame, alors qu'elle a appelé Dotto, plus patronyme, l'invité politique, donc son collègue du Parlement. Et donc, elle manifeste une sorte de révolte et la citoyenne s'autocorrige immédiatement. Elle remplace ce titre générique madame, soupçonné de sexisme, entre autres par le féminin dottoressa. Et puis, les titres peuvent être exploités en italien aussi pour activer des facettes identitaires, pertinentes à l'interaction. Et c'est dans le dernier exemple 11, un invité politique italien invité dans l'interview invite la journaliste à l'appeler professore, alors que la journaliste l'appelle onorevole comme c'est le cas pour les parlementaires. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il s'agit d'un invité politique qui est aussi professeur d'économie à l'université et comme il est en train d'expliquer les raisons de l'augmentation de la TVA, il veut probablement donc dans ce cas activer son ethos d'expert et renforcer par là la validité de son dire. En ce qui concerne les fonctions des FNA, il n'y a pas de grande différence entre les deux langues, sauf dans la construction de la relation interpersonnelle, puisqu'on a observé que les locuteurs français ont tendance à réaliser
disons, une relation plus égalitaire, alors que dans les situations donc, médiatiques qu'on a analysées en italien, la distance entre les participants tend à se creuser énormément, surtout entre les citoyens et les représentants de la classe politique. On pourrait se demander alors si l'importance attribuée au titre dans le comportement d'adresse des Italiens peut être considérée comme un signe d'un ethos hiérarchique. Et eh bien, des réflexions menées dans le domaine psychosociologique sembleraient confirmer ces hypothèses. Des auteurs ont montré, en étudiant les orientations culturelles dans plusieurs pays européens, que les Italiens privilégient une relation sociale hiérarchique au détriment d'une distribution égalitaire du pouvoir, des biens et du pouvoir. Mais on doit nuancer cette conclusion, tout d'abord parce que la société italienne n'est pas une entité homogène, donc il y a des différences qui dépendent des locuteurs, et puis aussi parce que ça dépend du type d'interaction. Et en effet, même dans notre corpus médiatique, on peut remarquer que si l'éthos italien apparaît comme plus hiérarchique que l'éthos français, il y a d'autres situations d'interaction, des conversations à l'université, des conversations dans le train, qui montrent que les Italiens tutoient plus facilement leurs interlocuteurs. Ce sont des phénomènes que j'ai expérimentés moi-même en venant en France. Et donc, comme déjà l'observaient d'ailleurs Brown et Gilman dans leur article fondateur de 1960. Donc on peut dire que l'italien manifeste deux tendances opposées, au niveau de la dimension verticale et horizontale, ce qui se traduit donc dans des formes plutôt inédites pour le français, comme signora plus prénom, qui allie déférence et familiarité. Pour conclure, donc, la difficulté de parvenir à des généralisations plutôt vraiment représentatives d'une culture donnée est liée dans ce cas aussi à la nature de l'objet étudié, c'est-à-dire la FNA, qui est particulièrement sensible, comme on l'a vu, au genre interactionnel. Et en effet, si l'on compare les FNA réalisés dans le corpus médiatique aux FNA enregistrés dans le corpus visite guidée, on trouve vraiment des différences fondamentales, non seulement au niveau de la fréquence, puisqu'on enregistre en situation de visite guidée 4-5 FNA par interaction, c'est-à-dire 2 heures, alors que pour le corpus médiatique, on avait une FNA par minute, mais aussi au niveau des formes. Le seul allocutif enregistré pour l'italien, c'est l'allocutif signori, donc le masculin générique pour s'adresser à l'ensemble des locuteurs, hommes et femmes. En français, on a mesdames et messieurs ou messieurs, dames. Et puis, en italien, on n'utilise que la forme du féminin, signora, pour s'adresser à une visiteuse, donc une femme. Si c'est un homme, on a une stratégie d'évitement. Donc, on n'a jamais l'allocutif signore. Donc pour conclure, je dirais que la diversité de ces résultats dans 2 corpus différents m'incite disons, à élargir l'étude, à essayer de réaliser une étude transsituationnelle pour avoir le maximum possible, disons, de types d'interaction, pour essayer de comparer le fonctionnement des FNA et aussi pour essayer de conforter ou éventuellement d'approfondir ces premières impressions sur l'éthos, qui sont des impressions donc plutôt intuitives et qui se basent sur une étude très ponctuelle. Je vous remercie.